En plus, cette formation, elle est attachée à la personne et non pas à l'entreprise. Il y a parfois des entreprises un peu délicates, je dirais. Nous, on appelle ça dans le métier des éco-délinquants. Il ne faut pas oublier que le parc de logement en France est insuffisant, qu'il nous manque entre 500 000 et 1 million de logements pour pouvoir loger correctement tout le monde. Bon, d'une façon générale, en France, on n'est pas très fort pour garder et pour respecter nos engagements. Bienvenue sur Discutons Immo, un podcast qui s'adresse à tous ceux qui veulent en apprendre davantage en immobilier, débutants comme confirmés. Je suis Alex, passionné par le sujet de l'immobilier et investisseur. Je partage sur ce podcast, ainsi que sur le blog du même nom, les informations qui me semblent pertinentes et qui sont le fruit de mes propres interrogations, recherches ou encore découvertes. En perpétuel apprentissage dans ce domaine, mon but est de démystifier le monde de l'immobilier auprès du plus grand nombre. Pour ne rien rater, retrouvez-moi sur Instagram, Discutons Immo, le lien est disponible dans la description. Il y a de grandes chances que vous ayez entendu parler un jour ou l'autre du RGE, ou bien même vu des camionnettes d'artisans ou d'entreprises fièrement arborées labellisées RGE, mais vous êtes-vous déjà interrogé sur ce que garantissait vraiment ce label ? Pour bénéficier d'aide à la rénovation énergétique comme MaPrimeRénov', les primes C2E, etc., il est généralement indispensable d'avoir fait appel à des sociétés ou des artisans qualifiés RGE. Mais pour autant, est-ce qu'une société ou un artisan labellisé RGE est un réel gage de sérieux et de maîtrise ? Qu'a dû démontrer l'entreprise pour obtenir cette qualification RGE ? Enfin, qui octroie ou non cette fameuse qualification RGE ? Dans cet épisode, c'est André Joffre, ingénieur art et métier, président de Qualite-ENR, un des organismes de qualification RGE, qui va nous apporter son éclairage sur tout ça. Au cours de cet échange, André nous fera également part de son avis sur les dernières réformes, notamment celle interdisant la location très prochaine des passoires thermiques, c'est-à-dire des bâtiments dont le classement est F ou G au DPE. Assez parlé comme ça, il est temps de démarrer cet épisode, mais juste avant, si vous appréciez ce contenu, prenez quelques secondes pour me laisser un sympathique commentaire et encore mieux une note sur Apple Podcast afin de m'aider à développer le podcast Discutons Immo. Bonjour André. Bonjour Alexandre. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui sur ce nouvel épisode de Discutons Immo pour pouvoir évoquer avec toi le sujet du label RGE. A priori, tu as plein de choses à nous apprendre sur le sujet et à nous expliquer aussi sur ce que ça veut vraiment dire qu'une société soit labellisée RGE. Mais peut-être avant qu'on entre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ? Oui, écoute, moi je dirige depuis très longtemps, bientôt 40 ans, un bureau d'études qui est spécialisé en énergie solaire. Donc on a démarré au début des années 80 et voilà, donc on est dans notre 40e anniversaire. Je suis ingénieur arts et métiers, je suis tombé dans la marmite de l'énergie solaire quand je suis sorti de l'école en fait et j'ai pratiquement toujours travaillé dans ce secteur. Et puis dans les années, il y a à peu près 15 ans, en 2005, la présidente de l'ADEME m'a demandé de m'intéresser à toutes les questions de qualification des entreprises. Il n'existait rien à l'époque, notamment dans les énergies renouvelables. Ça existait bien sûr pour les métiers traditionnels du bâtiment, mais ça n'existait pas pour les énergies renouvelables. Et donc, à sa demande, on a créé avec à la fois la Fédération du bâtiment et avec la CAPEP, l'organisation professionnelle des artisans, on a créé Qualite-ENR, donc, qui est une association qui gère et qui contribue à développer la politique de qualification des entreprises des énergies renouvelables. Parce qu'en effet, aujourd'hui, il y a plusieurs organismes qui sont en capacité de qualifier et de certifier au niveau RGE, hein, c'est bien ça. Oui, oui, il y en a plusieurs. Alors pour ce qui est des travaux, il y a bien sûr Calibat qui est le plus ancien dans le secteur et qui qualifie, qui est très spécialisé dans le secteur de l'enveloppe du bâtiment, hein. Il qualifie aussi des entreprises dans les énergies renouvelables. Et puis il y a Qualifelec, donc qui est plutôt spécialisé sur ce qui est pompe à chaleur, etc. Et un peu photovoltaïque. Mais d'une façon générale, Qualite-ENR a trouvé sa place puisque plus de 90% des entreprises du secteur des énergies renouvelables sont qualifiées chez nous, quoi. D'accord. Donc oui, très spécialisé sur le renouvelable pour qualité NR. Ok, très bien. Et d'ailleurs, petite question, parce qu'on voit qu'il y a certains donc, organismes de qualification et d'autres dits de certification. En deux mots, la différence entre
les deux concernant le RGE, c'est... Ouais, alors c'est un peu compliqué parce que ça va évoluer en plus, je pense, à l'avenir, parce que en fait, la norme sur laquelle on s'appuyait et qui était contrôlée, nous-mêmes, nous sommes des organismes qui sont de qualification et nous sommes certifiés par ce qu'on appelle le COFRAC, qui est le Comité français d'accréditation, qui contrôle notre travail. Et donc, on fait l'objet d'audits permanents, etc., et périodiques. Et ce qui apparaît aujourd'hui, c'est que, en fait, cette norme sur laquelle repose notre démarche est une norme qui n'est pas une norme européenne, et donc dès lors, l'organisme de certification ne peut pas continuer à nous surveiller, à nous contrôler. Donc il y a des choses qui sont en cours de transaction pour que ce soit un organisme ad hoc ou un comité ad hoc qui soit piloté par le gouvernement et qui nous permettent de pouvoir continuer à travailler dans les mêmes conditions. C'est un peu de la cuisine interne, mais c'est lié au fait qu'on n'a pas de normes véritablement européennes en matière de qualification des énergies renouvelables. Ça, c'est un peu dommage, parce que chaque pays a un peu tendance à faire sa propre tambouille, et c'est pas toujours très, très favorable. Et alors, est-ce que tu peux nous dire, André, en quoi consiste exactement le label RGE quand on fait appel à une société qui donc a ce label reconnu garant de l'environnement? Finalement, qu'est-ce que ça traduit derrière? Quelle démarche a éventuellement fait la société? Et qu'est-ce que ça prouve vis-à-vis du client qui fait appel à cette société finalement? Voilà, alors ce label, en fait, qui a démarré il y a une dizaine d'années, plus de 10 ans, hein, c'était à l'époque du Grenelle de l'environnement. D'ailleurs, initialement, RGE, ça voulait dire reconnu Grenelle de l'environnement. Bon, par la suite, les choses évoluant, on l'a appelé reconnu garant de l'environnement, c'est le mot RGE. Et c'est vrai que ce vocable, cette appellation, c'est une appellation ombrelle dans laquelle on va retrouver toutes les entreprises qui délivrent des qualifications, que ce soit Qualibat, Qualifelec, et bien sûr Qualitenaire. Donc ça concerne aussi bien l'enveloppe du bâtiment, l'isolation, etc. Ça concerne également, bien sûr, tous les aspects renouvelables, mais ça concerne tout ce qui contribue à l'économie d'énergie en général. Et en fait, les pouvoirs publics ont souhaité que les aides qui sont attribuées, je pense par exemple à MaPrimeRénov', qui est en vigueur en ce moment, soient adossées à des travaux réalisés par une entreprise qui est la qualification RGE. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un métier dans lequel il faut quand même parfois un peu séparer le bon grain de l'ivraie. Il y a parfois des entreprises un peu délicates, je dirais. Nous, on appelle ça dans le métier des éco-délinquants. Et donc, comme leur nom l'indique, ce sont des gens qui profitent, je dirais, de l'intérêt des particuliers à faire des travaux, sans pour autant avoir toute la connaissance, quoi. Les gens, il y a beaucoup de gens, surtout des gens un peu âgés, etc., qui ont envie de faire un geste pour l'environnement, pour leurs petits-enfants, d'installer des panneaux solaires, de mettre une pompe à chaleur, etc., et puis qui finalement n'ont pas forcément la connaissance nécessaire pour avoir un dialogue critique avec leur installateur. Et donc, le problème que l'on rencontre, effectivement, c'est que souvent, il y a des gens mal intentionnés qui profitent de cette situation. Pour essayer de contourner tout ça, on a mis en place cette qualification et ce label donc, qui est unique et qui couvre toutes les entreprises, qui s'appelle RGE. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour devenir RGE? Je dirais c'est relativement simple. C'est finalement la même chose qu'une démarche qualité que l'on rencontre dans des tas de métiers, hein. C'est-à-dire il faut déjà que l'entreprise soit bien établie, soit connue et une existence légale, et qu'elle soit assurée, c'est important. Notamment lorsqu'on touche à l'enveloppe du bâtiment, il y a des questions de garantie décennale, donc 10 ans c'est long et il faut vraiment que ce soit bien fait. Ensuite, il faut que l'entreprise soit qualifiée, mais au sens de la formation. Alors ça, on se doute bien que les entreprises sont des professionnels, forcément. Si on veut faire poser un chauffe-eau solaire, par exemple, il faudra prendre une entreprise qui est spécialisée en chauffage et en plomberie. Bon, mais parfois, elle n'a pas la connaissance précise du secteur du chauffe-eau solaire. Donc, il va falloir qu'elle se forme dans ce domaine-là. Même chose si elle veut installer une pompe à chaleur, on peut être un très bon chauffagiste, très bon électricien.
pour autant ne pas avoir forcément toute la connaissance, qui en plus sont des connaissances qui évoluent quand même assez vite dans le temps. Donc, il faut se mettre à jour et procéder à ces formations. Ce sont des formations courtes, de quelques jours, ce ne sont pas des formations très longues. Il faut déjà être un professionnel averti dans le secteur pour pouvoir accéder en quelques jours à la spécialisation donc, qui est requise. Voilà, ça c'est la première chose, donc être une entreprise bien établie, connue, qui a pignon sur rue, comme on dit, et puis avoir des gens, des collaborateurs qualifiés. Et ensuite, eh bien, il faut exercer son art, c'est-à-dire réaliser des installations, au moins en réaliser une pendant une période qui est dite période probatoire, c'est-à-dire une fois que l'entreprise dont il est qualifié et obtient son permis, eh bien, elle va réaliser une première installation. Et à ce moment-là, elle sera auditée, on va venir expertiser son installation. Alors, pas dans un sens de lui faire passer le permis de conduire, c'est pas le but. Le but du jeu, c'est que tout simplement, l'entreprise qui elle-même peut vérifier, donc elle a une liste de choses qu'elle va pouvoir autocontrôler, et ensuite un expert qui est indépendant va venir contrôler l'installation et vérifier que l'installation est conforme. Là, de deux choses l'une, soit l'installation est conforme et on n'en parle plus, il devient qualifié de plein droit, et puis voilà, il va devenir vraiment qualifié pour plusieurs années. Soit il y a des petits défauts, et bon, alors souvent on a des petits défauts d'étiquetage ou de la documentation qui n'a pas été remise ou expliquée au client, par exemple, ça peut arriver. Bon, donc des choses qui sont anodines mais qui sont quand même importantes et qu'il faut respecter. Donc ça, c'est corrigé immédiatement. Parfois, il y a des petits travaux à réaliser. L'entreprise donc, les réalise à ses frais pour remettre l'installation à niveau. Et lorsque tout est opérationnel, il devient également qualifié et il peut exercer pleinement son activité. Il peut arriver que sur une plainte qui nous est arrivée directement ou auprès de l'ADEME ou auprès d'un organisme quelconque d'accompagnement du public, on apprend qu'une entreprise n'a pas fait correctement son travail et qu'il y a des défauts. À ce moment-là, on envoie un auditeur, un expert qui va regarder ce qui se passe en présence de l'entreprise. Il va y avoir un dialogue, une discussion, et si l'entreprise ne reconnaît pas ses torts, si tort il y a, bien effectivement, elle peut être suspendue ou radiée de nos listes. Et pour revenir sur ce que tu disais précédemment, donc toutes les vérifications sur les assurances, sur tous ces éléments-là, finalement, donc c'est l'organisme de qualification qui réalise ces vérifications préalables avant de pouvoir dispenser ce label à la société une fois qu'il y a eu l'audit de fait sur ce premier chantier. En fait, la première étape, c'est l'examen du dossier. Donc, il faut que l'entreprise soit en règle de ses déclarations fiscales, etc. Et bon, qu'il n'y ait pas le travail au noir. Enfin, vous savez, toutes les choses habituelles que l'on a pour qu'une entreprise puisse répondre, par exemple, à des marchés publics. C'est exactement la même démarche. Et ensuite, on lui demande également de montrer qu'un ou plusieurs collaborateurs de l'entreprise ont effectivement suivi avec succès la formation dans la spécialité demandée. Et qui est une formation dispensée par l'organisme de qualification également ou par des... Alors non, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a travaillé collectivement sur la définition des contenus de formation. On a fabriqué même des PowerPoint, etc. Et ces éléments-là ont été mis à disposition des centres de formation. Il y en a une centaine dans toute la France. Et ces centres de formation délivrent des formations très périodiquement avec à la fin une sanction qui est un petit examen qui est fait en ligne, mais qui est fait de façon centralisée par l'organisme de qualification. Ce n'est pas l'entreprise de formation qui assure elle-même le contrôle des personnes formées. Il y a une indépendance à ce niveau-là. Je me souviens avoir entendu, je ne sais pas si c'est vrai, et tu vas pouvoir sans doute nous éclairer sur la question, c'est que finalement, c'est pas toujours les personnes qui ensuite réalisent les travaux qui suivent ces formations, puisque une société peut se retrouver labellisée RGE sans que ce soit forcément ces personnes qui ensuite interviennent sur les chantiers. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Oui, oui, tout à fait. En fait, bon, ces formations, il faut le savoir quand même, elles sont pas coûteuses pour l'entreprise, puisque en général, le coût de la formation est pris en charge par des organismes de formation, tout simplement. Donc, les entreprises ont intérêt à ce que les collaborateurs soient formés. Ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait, je dirais, au niveau du chef d'équipe, un chef d'équipe formé.
et qui puisse encadrer et prendre la responsabilité des travaux qui sont réalisés. Donc il n'est pas nécessaire que le compagnon lui-même soit formé, mais il faut que celui qui encadre le travail soit formé. En plus, cette formation, elle est attachée à la personne et non pas à l'entreprise. Donc, si ce collaborateur qui a été formé venait à quitter l'entreprise, par exemple, eh bien l'entreprise perdrait sa qualification, sauf bien naturellement à remplacer le collaborateur par un autre collaborateur qui aurait été embauché ou qui aurait été formé pour pouvoir assurer les mêmes tâches. Et encore une fois, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, donc pour que ce soit bien clair, il y a plusieurs catégories de travaux qui peuvent être labellisés RGE, et à chaque fois, la personne se retrouve labellisée pour un type de travaux. Elle doit suivre plusieurs formations si elle veut être labellisée sur plusieurs types de travaux. Et donc, quand une société s'annonce RGE, elle l'est, mais forcément sur certaines catégories de travaux, mais pas, enfin rarement pour l'ensemble des travaux possibles, quoi. Ah oui, absolument. On peut pas faire tout et n'importe quoi. Par exemple, nous, dans la qualification, nous avons Calisol pour le chauffe-eau solaire et les systèmes de chauffage. C'est Calisol Combi, bon, c'est un peu différent. Ensuite, on a toujours dans le solaire, on a Cali PV. Cali PV, c'est donc photovoltaïque pour l'électricité, mais avec une option Cali PV BAT, c'est-à-dire l'intégration dans le bâtiment, lorsqu'il faut remplacer la toiture, par exemple, avec des tuiles par des panneaux solaires. Bon, ça c'est très particulier, c'est un métier de couvreur, donc ça sort un peu du métier habituel d'électricien, c'est autre chose. Et puis il y a ensuite Calibois, par exemple, c'est pareil, ça peut aller du poêle à bois, du poêle à granulés, à pellet, jusqu'à la chaudière et au chauffage central, on va dire, pour parler normalement, chauffage central au bois. Donc c'est des métiers différents. Il faut une connaissance aussi bien en fumisterie, tout ce qui est conduit de fumée, etc., que dans le travail de dimensionnement, puisque très souvent l'installateur en fait est le premier, le seul contact avec le particulier. C'est lui qui va par exemple dimensionner la puissance des équipements. Donc il joue à la fois un rôle de bureau d'études et en même temps il est installateur. Voilà. D'accord. Donc il a un rôle complet et il faut qu'il ait justement cette compétence, cette connaissance complète de la technique qu'il met en œuvre. Et tout à l'heure, tu disais donc l'obtention de cette qualification, elle est obtenue pour plusieurs années. Elle est obtenue pour combien d'années? Alors c'est généralement 4 ans, mais avec des périodes quand même on revient visiter l'installateur selon les techniques, avec une fréquence plus ou moins importante, et ça dépend aussi du volume d'activité des entreprises. C'est-à-dire qu'une entreprise qui ferait beaucoup d'installations serait vue plus souvent que celle qui n'en fait que de temps en temps. Parce que vous, en tant qu'organisme de qualification, vous savez, vous êtes informé à chaque fois qu'il y a des chantiers sur lesquels. Voilà, les entreprises doivent déclarer les chantiers et puis on a des tas de moyens, de récupérer des données également pour connaître si jamais les entreprises n'avaient pas envie de déclarer toutes ces installations. Tu l'as mentionné tout à l'heure, ce label RGE, il est d'autant plus important pour les gens qui veulent faire des travaux et derrière demandent des aides à la rénovation énergétique, notamment tout ce qui est MaPrimeRénov', les primes C2E et autres. Et comme on le disait tout à l'heure, vu qu'une entreprise finalement elle est labellisée pour un type de travaux, comment un particulier peut finalement s'assurer que l'entreprise est correctement labellisée pour le type de travaux qu'elle envisage? En fait, il faut qu'elle aille voir sur les sites internet, soit le site internet générique qui donne dans toutes les entreprises RGE, soit, moi je le recommande, aller sur le site Qualité NR, qui lui est plus précis pour ce qui concerne les énergies renouvelables, hein. S'il s'agit je sais pas, d'enveloppe du bâtiment, d'isolation ou autre, bon là on ne trouvera pas son bonheur sur le site de Qualité NR. Par contre, si c'est du bois énergie, du solaire, voilà, toutes ces techniques-là, des pompes à chaleur, là on a tout ce qu'il faut. Il y a plus de 30 000 qualifications qui ont été distribuées à ce jour, hein, qui sont en vigueur. Donc ça fait beaucoup de monde sur le territoire et on est sûr de trouver dans le canton autour de chez soi une ou plusieurs entreprises qui ont les qualifications requises pour faire les travaux. D'accord. Bah, on pourra mettre le lien vers la page de Qualité NR dans la description de l'épisode. Et donc l'autre site, si en effet ça concerne pas forcément des énergies renouvelables, c'est quoi? C'est le site de France Rénov'? Oui, voilà, France Rénov', c'est le site, ou alors si c'est par exemple pour l'enveloppe du bâtiment, Calibat, hein, qui est le site qui a le même moteur de recherche que nous, mais pour des enveloppes du bâtiment, même s'ils ont aussi
quelques entreprises qui sont, mais comme je le disais, sont très minoritaires, qui sont qualifiées et qui sont référencées par eux. D'accord, et donc sur les sites en question, on voit bien pour quel type de travaux la société est Ouais. labellisée? Alors il y a une petite, précaution à prendre quand même, c'est que sur ce site-là, il y a aussi les entreprises d'études, de bureaux d'études, qui eux sont qualifiés par, un autre organisme qui s'appelle l'OPQIBI, qui est l'organisme de qualification de l'ingénierie. Et et parfois, il y a des entreprises, indélicates, celles dont je parlais tout à l'heure, qui, ont obtenu, parfois la qualification chez nous ou chez un confrère, qui ensuite ont été radiées parce qu'elles ont pas fait du bon travail et qui quand même continuent d'utiliser, ce label, en faisant croire qu'elles sont toujours qualifiées. Et pour cela, en fait, elles se débrouillent pour, apparaître sur les sites comme étant une entreprise d'études uniquement, qui elle ne fait pas l'objet des mêmes contrôles, du même truc, parce que les études c'est un peu particulier. Et donc en fait, elles apparaissent toujours sans avoir pour autant les qualifications, en n'ayant plus les qualifications. C'est assez complexe comme dispositif, mais c'est pour ça que je vous conseille d'aller sur les sites, je dirais, de racines, hein, parce qu'en fait, nos sites alimentent ensuite le site le site générique, mais je pense qu'il vaut mieux aller sur les sites de chaque organisme de qualification, ce qui permet d'avoir une information beaucoup plus juste et précise. D'accord, parce que là, on verra que c'est que pour de l'étude et pas pour la réalisation de travaux. Exactement, exactement. S'il n'est pas qualifié pour les travaux, il n'apparaîtra pas sur le site. D'accord, OK. Donc s'il est que sur de l'étude, il n'apparaît pas dans votre, site. Voilà, mais par contre, il apparaîtra dans le site ombrelle, quoi. D'accord, je comprends. OK, très bien. Et vous avez, en tant qu'organisme de qualification, des pouvoirs de sanction vis-à-vis justement des éventuelles, brebis galeuses, qui existent ou Ah oui, oui, alors bon, bien entendu, déjà on fait le ménage chez nous, c'est-à-dire que il y en a bien sûr qui essaient de s'infiltrer, hein, il y a toujours des nouveaux qui arrivent, chaque année dans les nouveaux évidemment, on retrouve des gens qui sont là pour obtenir la qualif uniquement pour bénéficier des aides publiques. Donc ceux-là, en général, ils restent pas longtemps, hein. Dès qu'on a détecté, des anomalies, on les parce que si vous voulez, il n'y a pas que l'aspect technique, il y a aussi le fait qu'ils peuvent avoir un démarchage commercial complètement, aberrant, quoi. On entend souvent, enfin souvent, pas trop souvent, mais heureusement, mais on entend quand même des entreprises, ben, qui vont vous dire: «Vous mettez 4 panneaux solaires sur votre toit et vous ne paierez plus d'électricité». Bon, ça, c'est totalement faux. Quand on fait du solaire en autoconsommation, on sait qu'on pourra couvrir 30-40 de son électricité. Ensuite, il faut passer par des dispositifs avec des batteries, c'est plus complexe, c'est plus coûteux, donc c'est autre chose. Mais, en temps normal, l'autoconsommation permet de couvrir une part significative de ses besoins, mais en aucun cas ne permet de couvrir 100% de sa facture. Vous voyez, c'est d'autant que la facture est une bonne partie est couverte par et concerne des abonnements. Donc, on voit bien que cette partie-là, on ne pourra pas la couvrir. Bon, donc il faut déjà faire le ménage chez nous. Et puis, il y a beaucoup de gens alors qui, grâce à Photoshop, arrivent à récupérer les logos et à les fabriquer à leur main et puis arrivent à faire croire qu'ils sont qualifiés alors qu'ils ne le sont pas. Alors nous, dès qu'il y a utilisation des marques de façon, dès qu'on en a la preuve, on engage des procédures judiciaires et on poursuit systématiquement toutes les entreprises qui utilisent de façon frauduleuse nos labels. La tâche est immense, hein. ça fait du monde à contrôler, oui, c'est sûr. Ça fait du monde, hein, ouais. Ces derniers temps, bon, les législations qui ont évolué, qui font que désormais, il y a une interdiction de louer qui frappe désormais, les logements très énergivores, la catégorie G, dans le nouveau DPE notamment, enfin F et G, les fameuses passoires thermiques. Est-ce que, dans la pratique, pour toi, ça paraît réaliste le calendrier qui est imposé par ces interdictions, à la location? Puisque, ça nécessiterait de rénover beaucoup de logements, dans un délai finalement peut-être, qui peut paraître un peu court en tout cas pour certains. Et est-ce qu'aujourd'hui on a vraiment en France, la capacité de rénover, aussi rapidement ces logements avec, suffisamment d'entreprises disponibles et labellisées en plus, pour pouvoir faire ces travaux, correctement? Est-ce que tu peux nous faire part de ton point de vue? Honnêtement, je pense que c'est pas tellement le problème des entreprises qui se pose, parce qu'on arrivera toujours à résoudre cette question. C'est plutôt la volonté, en fait. Quand on regarde les logements, ils se trouvent où ces logements insalubres?
des fameuses passoires, ben, ils se trouvent surtout dans l'habitat individuel, des logements construits avant les années 70, avant le premier choc pétrolier, qui sont encore sans isolation, hein, il y en a quand même pas mal. C'est des logements qui n'ont jamais été entretenus parce qu'ils appartiennent au parc de location privée, sans avoir véritablement de véritable démarche intégrée, structurée de location d'appartements. Là où on n'a pas de problème, c'est quand on attaque avec des organismes HLM, etc. Parce que là, c'est organisé, il y a un vrai savoir-faire, il n'y a pas de problème. Mais quand vous avez des personnes qui ont 4 ou 5 logements comme ça, qui l'ont acheté pas très cher, qui louent, bon, ben, ces gens-là, sans aller jusqu'au marchand de sommeil, mais c'est un peu ça, hein, ils n'ont aucun intérêt à faire des travaux pour le logement. Ils ne payent pas les charges, c'est pas leur affaire. Bon. Et donc, si vous voulez, il y a toute une frange de la population là qui est vraiment pas tout à fait décidée à vouloir faire des travaux. Alors la pression qui est mise aujourd'hui par la réglementation, bon, on verra ce que ça va donner, parce qu'effectivement, on ne pourra pas vendre un logement qui n'est pas aux normes, on ne pourra pas non plus le louer. Bon, tout ça, c'est des bonnes intentions, mais il ne faut pas oublier que le parc de logements en France, de logements à la location, est insuffisant, qu'il nous manque en gros, selon les trucs, entre 500 000 et 1 million de logements pour pouvoir loger correctement tout le monde. Donc en fait, si vous voulez, tant qu'on aura cette pression-là, ben, je ne vois pas très bien comment on pourra se passer de ces logements, même s'ils ne sont pas aux normes, quoi. Voilà. Et ça, c'est une difficulté. Bon, d'une façon générale, en France, on n'est pas très fort pour garder et pour respecter nos engagements, hein. Pour les énergies renouvelables, vous voyez, on est très en retard par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés pour 2023. La France a dû payer 500 millions d'euros l'an dernier à l'Europe parce qu'on n'a pas tenu nos engagements en matière de production d'énergie renouvelable. Vous voyez, donc, alors ce qui a amené le gouvernement d'ailleurs à produire une loi dite d'accélération, bon, qui s'avère pas si accélérante que ça finalement, hein. On voit bien qu'il y a encore beaucoup de gens qui essayent de freiner le développement des énergies renouvelables en France. Et donc, cette loi qui devait permettre de faire sauter tous les bouchons et aller très très vite pour le développement des énergies renouvelables, ben, on n'y arrive pas, quoi. Et on sent qu'il y a toujours les architectes des bâtiments de France qui gardent une prérogative pour pouvoir empêcher des projets, etc. C'est vraiment compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué que quand on fait des sondages, Qualité ENR vient d'en sortir un il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, là, on s'aperçoit qu'effectivement, on a des résultats fabuleux. 95% en gros des Français veulent qu'on développe les énergies renouvelables à l'avenir. Bon, voilà. Mais ça ne suffit pas. Cette quasi-unanimité des Français devant les énergies renouvelables n'est pas suffisante pour que ça se traduise par des politiques publiques hardies, hein. On est toujours un peu, on a le pied sur le frein et un peu sur l'accélérateur aussi. Et donc, ça finit jamais bien, cette histoire, quoi. Mais en tout cas, on est assez mauvais. Alors, 2023 va être une année cruciale puisque il va y avoir une nouvelle loi qui va définir la feuille de route du pays, de la France, pour les énergies renouvelables et les autres énergies, hein. Donc, on va voir quelle place va avoir le nucléaire, le pétrole, etc. d'ici 2035. Donc, ça va être intéressant de voir quelle va être la physionomie que va prendre cet objectif. Bon, on sait déjà, le président de la République a annoncé des chiffres assez ambitieux, hein, notamment sur les énergies renouvelables, sur le solaire, etc. Bon, on va voir un petit peu ce que ça donne, hein. On va voir quel va être le résultat des investigations et du débat parlementaire qui va être engagé là vers la moitié de l'année. Bah, écoute, merci pour ta vision. On arrive un petit peu à la fin de cet épisode. Est-ce que tu vois des éléments à ajouter sur peut-être l'aspect RGE qu'on a déjà évoqué en complément ou est-ce que... Moi, je pense qu'il faut revenir un peu aux fondamentaux, c'est-à-dire que le fond du problème, s'il ne faut pas l'oublier, c'est de produire, de produire de l'énergie, de la chaleur, de l'électricité sans produire des gaz à effet de serre. Ça, c'est le principe même des énergies renouvelables. Bon, pour la première fois, aujourd'hui, on est arrivé dans une zone de faisabilité qui est avérée, puisque les énergies renouvelables sont parmi les moins chères du marché. Donc ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il fallait subventionner les énergies renouvelables pour les rendre compétitives. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les énergies renouvelables sont plus compétitives que toutes les autres énergies.
Donc ça, c'est formidable parce que ça ne coûte rien au budget de l'État. Et même si on regarde un petit peu les choses, si on écoute la ministre de l'Énergie, elle a déclaré récemment à l'Assemblée nationale, les énergies renouvelables avaient rapporté en 2022 la bagatelle de 31 milliards d'euros aux caisses de l'État. Donc on voit que plus on fait d'énergie renouvelable, plus c'est rentable pour nos finances. Ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle. Et je dirais même que ça permet d'améliorer, je dirais, la balance commerciale. Vous savez, il y a plus de 100 milliards, 120 milliards, je crois, qui sont liés aux importations de pétrole et de gaz. En plus, on pourra transférer ces énergies, je dirais, classiques, qui sont utilisées, qu'on a utilisées pendant des années à très bas prix, le pétrole et le gaz. On a bâti notre richesse sur cette énergie bon marché. Mais il va falloir maintenant les supprimer complètement, non pas pour des problèmes de rentabilité, mais pour des problèmes de gaz à effet de serre. Et donc, il y a deux phénomènes. Il y a d'une part un transfert de cette chaleur vers des énergies renouvelables et vers de l'électricité. C'est par exemple la pompe à chaleur, on relève d'une chaudière au fioul, typiquement. Et puis, dans un deuxième temps, il va falloir produire le maximum d'énergie électrique à partir d'énergies renouvelables. C'est ça un petit peu l'enjeu, avec des débats qui restent ouverts pour l'instant, à savoir est-ce qu'à l'horizon 2050, on peut tout produire grâce aux énergies renouvelables, ou est-ce qu'il faudra avoir des énergies de transition, comme le gaz ou le nucléaire. C'est la position qui a été retenue pour l'instant au niveau de l'Europe. Bon, on verra, tout ça c'est encore devant nous, d'autant qu'il y a une dimension que souvent on ne prend pas en compte, c'est l'innovation en fait. Lorsqu'on traite de ces questions, on a tendance en fait de partir de nos connaissances actuelles et de dire on se projette dans le futur avec nos connaissances actuelles. Sauf que les choses sont très différentes. Le panneau photovoltaïque, en 10 ans, son prix a été divisé par 10. Et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Ça va encore beaucoup baisser parce que vous voyez, cette année 2023, le marché mondial du photovoltaïque va augmenter de 50%. Donc vous imaginez qu'avec ces évolutions de marché, ça engage des stratégies, des investissements colossaux qui font que finalement la compétitivité de ces produits va s'améliorer sans cesse. Et donc on est sûr que dans quelques années, on aura des produits plus performants, moins coûteux, et sûrement avec des innovations, et je pense surtout à l'intégration du digital et de l'énergie, qui va constituer une planche de développement considérable. Et ça, c'est vraiment assez génial parce que, si vous voulez, c'est par l'innovation qu'on pourra faire que, par exemple, les énergies renouvelables, qui sont des énergies variables, puissent s'adapter à la variabilité également des besoins de l'être humain qui consomme plus le jour que la nuit, etc. Bon. Donc, vous voyez, c'est assez génial ce métier parce qu'on est en plein dans un tourbillon qui est difficile à comprendre parfois, avec des prix de variabilité énormes, etc. Le prix du gaz qui était monté à 400 euros le mégawattheure et puis aujourd'hui qui coûte 50 euros. Bon, donc il y a toute cette volatilité et en même temps des technologies qui ne cessent de progresser à très grande vitesse. Et donc ça, c'est assez génial pour un ingénieur, pour une entreprise, parce que d'une part, on fait un boulot intéressant et d'autre part, on participe quand même à l'avènement de mondes nouveaux qui, on l'espère, au bout du bout, sera un monde sans CO2. Merci beaucoup André pour ton temps et tout ce que tu as pu nous apprendre aujourd'hui. Est-ce que tu as éventuellement un canal privilégié pour qu'on puisse te contacter si jamais un des auditeurs souhaitait poursuivre la conversation avec toi ou... Oui, mon adresse email, c'est le plus simple, voilà. D'accord. Écoute, on la mettra dans la description de l'épisode à ce moment-là pour faciliter la prise de contact. Ok. Très bien. Merci beaucoup André. À très bientôt. Merci. Au revoir. N'hésite pas à laisser un commentaire ou me faire part de tes questions sur ce qui s'est dit dans cet épisode. Si tu as apprécié le contenu proposé dans ce podcast, je t'invite également à me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute, Apple Podcast ou Spotify. Non seulement cela me motivera à poursuivre la production de nouveaux contenus, mais cela aide également énormément à faire connaître ce podcast. Alors si tu penses que ce podcast le mérite, à ton clavier, et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode de Discutons Immo.